Mitch McConnell. La fin de quoi? Mitch McConnell. J'en reviens pas. Ben, ça, c'est une très bonne question. On devrait commencer à enregistrer à la place de faire la discussion. C'est exactement ce que j'ai fait. Puis ça va être là. Ouais, on garde ça. C'est la nouvelle manière à la Denis. Moi, je m'inspire. OK. Ah, c'est parfait. C'est vraiment Kanye West, le futur des États-Unis. Qu'est-ce que tu dis, René? C'est Kanye West, le futur des États-Unis. C'est lui qui C'est vraiment bizarre qu'on peut pas savoir que ça enregistre dans l'interface de Zoom. Non, ben c'est pas dans Zoom, c'est dans OBS que j'enregistre. Ah, c'est vrai. Okay, fait qu'on part ça. Bonjour et bienvenue aux engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui je suis avec Clément Laberge. Salut François. Alizé Noumedem. Salut. Et Ronnie Al-Nazir. God bless America. Et c'est un épisode spécial aujourd'hui, vous l'avez deviné, sur le déclin de l'Empire américain. Bonjour la gang. Salut. Salut. Avez-vous survécu à votre soirée électorale? Oui, à la limite, c'est plus dur ce soir. Pourquoi? Mais parce que là, on attend vraiment quelque chose. Hier soir, à 9h30, j'avais abdiqué d'avoir des résultats hier soir, fait que je suis allé me coucher tôt. OK. Mais là, ce soir, parti comme c'est là, c'est peut-être ce soir qu'on va veiller tard. Ouais, faut dire aux auditeurs, écoute, vous pourrez pas vivre ça en direct avec nous, on n'est pas rendu là, mais en tout cas, Clément et moi, on a CNN d'ouvert. Peut-être qu'on va vivre l'événement ensemble de manière auditive, qui sait. Comment vous allez? Comment est-ce que ça a quand même été un roller coaster? Comment s'est passée votre soirée hier? Je commence avec Ronnie. Comment t'as vécu ça? C'était quelque chose. Oui, donc, mon coloc et moi, on a commandé de la pizza. Moi, j'ai bois de la Sam Adams que j'ai encore avec moi ce soir. Très nice. Donc, j'ai vu ton américaine. post. Je vous le dis tout de suite, les auditeurs, ça va être plus une discussion entre amis ce soir. Ouais. On va décanter, on va exposer un peu nos espoirs, nos frustrations. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'explorer un peu le nouvel univers dans lequel on doit vivre. Fait que ça va être plus relax. Donc, Ronnie, je me permets de te dire que j'ai vu ton post sur Instagram. C'était bien nice ton setup. Ouais, exact. Puis, moi et mon coloc Armand, on a écouté ça. À un moment donné, on a passé au Café Bailey's quand ça devenait un peu désespérant. Puis, ben, on a vécu ça. Moi, j'ai veillé jusqu'à 3 heures. Là. J'ai vu la déclaration de t'es quand même Trump, bon. Là. C'est en quoi direct. vos heures, gang? Moi, c'était 11 heures. Moi, j'étais parti. Moi aussi. Alizé? Étant un... Vas-y, Alizé. Je ne me souviens pas Elle a passé avoir out. dormi. Ah, pour vrai? Non, Avoir dormi, OK. je sais pas c'était quand d'enfant j'ai dormi. Fait que tu t'es couché tard aussi, toi. C'était très... Oui, ou tôt. Tu vois, c'est selon. Mais j'en my dirais God, pas plus c'est parce bon. que OK. peut-être qu'il y a des collègues qui m'écoutent. Étant un procrastinateur étudiant à la maîtrise, je faisais mes travaux pendant que j'écoutais la soirée électorale. T'es pas Donc, pire. j'en ai profité pour... Ah, moi aussi! Oui, J'ai- c'est ça y est, je m'en souviens. Comment vous faisiez pour vous concentrer? Moi, j'étais pas capable. Je voulais faire des courriels pendant ce temps-là, j'ai pas été capable. Ben, je rédige un travail, fait que, tu sais, je le faisais pendant que j'écoutais, puis j'ai vu Trump mettre à mal la démocratie américaine en direct. C'était vraiment... Ah, c'est peut-être pas fait encore. Là. Clément, ta soirée, toi? Ben moi, je suis parti plein d'espoir. Moi, j'ai commencé la soirée en me disant qu'on aurait des résultats dans la soirée puis que ça serait une vague bleue. Ouais. Oh boy. J'ai déchanté vite sur la vague bleue. T'avais J'ai gardé sorti le l'espoir. champagne, je pense, hein, c'est ça? Ouais, non, il n'est pas sorti. Il est au frigo. Ok, D'ailleurs, il ok. l'est toujours. Il l'est toujours. Ok. Les coupes sont sur le comptoir au D'accord, cas où ouais. ce soir, ça serait utile. Mais non, c'est ça. Moi, je partais sur ça va être une facile. Puis j'ai compris très vite que ce serait pas une facile. Non. Puis quand j'ai vu que l'Ohio se resserrait puis tout ça, j'ai dit bon, il n'y aura pas de résultat ce soir, ça va finir en cours, tout ça. Je m'en vais me coucher la suite demain. Puis je me suis levé vers 5h30, je suis allé marcher 30 minutes, j'ai écouté le résumé de la nuit, j'ai compris ce qui s'était passé. Puis je me suis C'était dit, fascinant de voir que ça avait la journée va être changé. Hein? longue. Ça avait Tout changé. avait rapidement. changé. Absolument. On s'est couché pour les partisans. Bon, je pense que la majorité, il y a probablement des gens qui aiment Trump qui nous écoutent. On les salue. On les invite à bâtir des ponts avec nous. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi leur nom, mais on les invite à continuer à nous écouter. Mais on va pas se faire à désaccroire, on est plus des démocrates de notre côté du micro. Donc quand on s'est couché pas mal, j'imagine tout le monde ici, hier soir, on déchantait pas mal, on s'habituait à une nouvelle réalité, ou à une continuité de la réalité. Puis en se réveillant ce matin, il y avait encore des chemins possibles pour Biden, il y avait Alizé, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Alizé? N'hésite pas. J'allais dire que moi, tu sais, c'est ça, la semaine passée, quand j'ai enregistré avec
avec François, tu sais, j'ai dit, ben, moi, tu sais, je pense que mon call, c'est que Trump va être élu puis qu'il va y avoir des batailles en cours, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, au début de la soirée hier, j'avais quand même un espoir. Ah oui? J'avais quand même un espoir que, tu sais, qu'il y allait avoir une vague bleue, puis c'est ça. Puis j'ai commencé à vraiment déchanter quand, tu sais, quand on a commencé à sortir les votes en Floride. Je me suis dit, oh, là, ça, c'est vraiment pas bon. Puis Mhm. ça a donné le temps pour le reste de la soirée. Je vais faire du ménage sur ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes surpris, en tout cas, que maintenant, les démocrates sont compétitifs au Texas et en Floride? On était quand même s'il y a une différence qui est substantielle, qui fait qu'on doit donner les États à Trump, il y a une tendance lourde, là, je me trompe-tu? Mais Ben, attends, tu veux dire passer la Floride puis le Texas qui vote C'est bleu de ou plus qui en vote plus rouge? d'élection en élection. Les démocrates Mhm. sont compétitifs en Floride, puis en Floride, ils l'ont déjà été, là, mais surtout au Texas. Puis en Mhm. Floride aussi, pendant un bout, on a cru que Biden peut gagner la Floride, là. Ben, Mais- tu sais, moi, je mettrais une nuance là-dessus. C'est-à-dire que ce qui me frappe depuis hier, c'est pas qu'il y a des États, quelques États qui changent de couleur ou où on est compétitif. C'est que le vote bleu est dans les villes, puis le vote rouge est partout ailleurs. Tu sais, Mhm. on Oui, a vraiment, je suis d'accord. on a vraiment une polarisation où on a un parti urbain, un parti rural. Puis ça se vérifie dans à peu près tout. Je sais, c'est même vrai au centre des États-Unis. Ça en est fascinant. Oui. Puis ça, je pense que ça va être une des grandes leçons, j'allais dire des grands traumatismes des deux partis, parce que la prochaine élection ne peut pas se faire dans ces conditions-là. Autrement, chacune des élections va être une boîte à surprise à chaque fois qui va se gérer, qui va se jouer par 25 000 voix dans un des États. C'est pas Mhm. jouable encore. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, tu sais, ça me fait penser à toutes les réflexions qu'il y a de plus en plus par rapport au système du collège électoral aux États-Unis. Tu sais. Bon, ça sera probablement jamais aboli, mais ça, c'est une conséquence de ça, où tu sais, la différence entre le vote populaire versus les votes tu sais, des grands électeurs dans un État, en fait, ça le démontre, là, comme quoi, oui, ben, un président peut remporter parce qu'il y a eu 5000 voix dans un comté, je sais pas où, au milieu du Wyoming, quelque chose comme ça. Moi, ce que je rajouterais, c'est, oui, probablement cette année, j'ai jamais écouté autant de podcasts que cette année, particulièrement sur l'élection américaine, puis notamment le Daily là, du New York Times, C'est qui est bon, très hein? intéressant. Mhm. Puis ils vont sur le terrain beaucoup. Puis parlant, François, répondre à ta question de comment on explique que les États où les démocrates sont compétitifs, le Daily a fait un épisode récemment sur l'Arizona. Ils sont allés interviewer un groupe de jeunes qui mobilisent la communauté Latinx, c'est comment on réfère aux Latino-Américains, la communauté Latinx, euh, qui mobilisent pour voter. Puis ça, c'est ce qui peut un peu répondre à ta question, c'est dans les États comme l'Arizona que Biden semble en voie de remporter Mhm. et le Texas, il y a deux choses. Premièrement, il y a de l'organisation qui a été mise là. Beto O'Rourke, il y a 2 ans, a fait un super job à faire compétition à Ted Cruz. Bon, il n'a pas gagné, mais ça a mis le Texas sur la map des démocrates. Et même cette année, ils avaient encore une autre candidate vraiment extraordinaire, là, MJ Hager, qui a perdu malheureusement, mais qui était très, était vraiment, c'est une vétérane, c'est quelqu'un qui a fait les forces armées, c'est une mère, c'est quelqu'un qui est vraiment bien. Puis la démographie. Ah oui, Ça je suis explique d'accord vraiment avec la toi. démographie, c'est qu'il y a Le des pays jeunes. change. Ouais, le pays change, puis ben, les intentions de vote. Biden, même au moment où on se parle, est le candidat de l'histoire américaine qui a reçu le plus grand nombre de voix populaires Il a de battu mon l'histoire américaine. Obama. Peux-tu Ouais, croire? 70 Oh millions. boy, OK. Il a battu Mais bon, Obama. mais il y a des choses qui expliquent ça. C'est sûr que le pays est plus populeux. Fait que c'est normal. Tu sais, il n'est pas nécessairement plus populaire que d'autres, mais il a reçu le plus nombre de gens qui ont voté pour lui. Fait que les démocrates n'ont pas de la misère à mobiliser des électeurs. Ce qui leur fait défaut, c'est le système du collège électoral. Ils n'ont pas encore tout à fait mobilisé des électeurs dans les places stratégiques où ils doivent gagner. Mhm. C'est pour ça qu'ils ont plus de difficultés, selon Mhm. moi. Puis, c'est intéressant ce que disait Clément sur la division entre ville et ruralité. C'est qu'est-ce que les villes, les urbains n'ont pas compris. Puis les urbains, il faut être large parce qu'on regardait les chiffres quand même. Je regardais aujourd'hui les chiffres sur CNN. Les démocrates ont moins bien fait dans des banlieues, mais généralement, quand on reste autour des villes, dans les banlieues, ça vote encore très, très démocrate. Fait que qu'est-ce que les banlieues et les villes ont compris que les ruraux n'ont pas compris, ou l'inverse? Qu'est-ce que les gens
dans les villes ont compris que les urbains, que les ruraux... Attends, tu parles des stratèges démocrates républicains? Non, je parle des tu parles habitants. des Je veux dire, gens, des citoyens. c'est quoi la différence entre ces vies-là, ces modes de vie, ces gens-là? Je parle pas du tout des stratèges. Il y a une différence de point de vue et de volonté et de valeur, et clairement de jugement sur le président, clair, entre des gens qui vivent plus dans les ruralités puis des gens qui vivent plus en ville / banlieue, selon les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Vous, Alizé? Ben, en fait, Karine Prémont, hier à RDI, elle avait donné une piste d'explication pour ça. C'est que les villes sont plus progressistes parce que souvent, c'est là où est-ce qu'on va retrouver des centres universitaires. T'sais. Puis une population qui est beaucoup plus jeune, qui a tendance à plus voter démocrate, puis ce qui se pourrait expliquer T'es en tout train de autour des traiter campus. les ruraux de pas éduqués, toi, là? Ben non, je suis en train de dire que il y a des villes universitaires où tu as un certain type de la population qui s'agglutine, puis ça se voit sur les cartes. Là. Ouais, mais moi, je pense que ça décrit bien le piège dans lequel les démocrates se trouvent, c'est de se tenir sur des programmes qui rejoignent ces gens-là. Puis ces gens-là, ils sont vraiment très concentrés sur le territoire à des endroits précis. Moi, je pense qu'il faut aller aussi du côté des médias, puis sur le fait que la réalité des médias, je parle pas que des médias d'information, je parle pas de Fox puis de CNN, je parle de la télé, des séries, des films et tout, où la réalité des villes est disproportionnellement représentée, puis où la réalité rurale est probablement sous-représentée, voire moquée. Oui. Puis c'est ça, je pense, qui alimente aussi une espèce de j'en ai assez chez certaines parties de la population qui disent, ben là, ce que vous essayez de m'imposer comme mode de vie, comme vision, le jugement que vous montrez sur moi dans les médias, dans les séries, dans les films, j'en ai plein. Puis je fais un grand finger à tout le monde, puis je vote pour le contraire de ce que le monde pense qui est le bon sens. Je dis pas que c'est conscient, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans auquel, d'ailleurs, on devrait aussi réfléchir. Parce que, au Québec? Tu sais, au Québec. C'est là que je voulais t'amener. Vas-y. Tu sais, moi, je regardais ça hier, là, puis je regardais des États là, où je voyais le nombre de votes pour Trump, puis je me disais, mais c'est pas possible. C'est qui ces 3 millions de personnes-là qui votent pour un clown, tu sais? C'est pas 3 millions, c'était mon c'est réflexe. 65, 67. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, dans des États où tu te dis, crime, c'est 3/4 du monde qui vote pour lui. Comment c'est possible de... Puis... ma seule façon de m'expliquer ça, c'est que la polarisation, une fois qu'on l'a étirée, là, c'est très dur de redéfaire la polarisation. Puis là, au Québec, ça fait quelques années qu'on s'inquiète qu'il y a une polarisation croissante. Oui. Ça serait peut-être le temps qu'on s'interroge parce que le jour où on va être rendu trop loin, on va peut-être trouver difficile à faire en sens inverse. D'accord. Oh ben attends, je suis vraiment pas d'accord avec plein de choses que tu as dit. Vas-y. C'est encore mieux, vas-y. On a sorti du vino pour ça. Non, mais, tu sais, c'est parce que, quant à moi, tu sais, le problème de la polarisation, il y a le dos large, là, quant à moi, là, je pense que, tu sais, il y a aussi tout un problème de, des découpages de cartes électorales, tu sais, de Jerry... Attends, François, il est en train de s'étouffer. François, arrête On avec continue lui. sans lui, c'est le temps d'avancer des idées qui lui plaisent pas. Allô? Je Il me nous suis a un même petit peu pas entendu étouffé. pendant qu'on n'était pas là. Je garde tout ça, vous allez Voyons, m'entendre qu'est-ce que j'ai dit? J'ai même pas commencé encore. Non. Continue. Je me suis étouffé avec mon vin. Ça va bien. Oui, Continue à liser. Non, mais c'est ça, c'est que je pense qu'il faut pas sous-estimer aussi l'importance du découpage électoral avec le gerrymandering, mais surtout, Ouais. surtout, C'est un autre point, ça. moi, ce que je remarque, c'est que, tu sais, toutes les règles qui existaient en politique depuis les dernières années, les gens vont dire que c'est peut-être à cause des réseaux sociaux ou autres, mais tu sais, encore là, je pense que les réseaux sociaux ont le dos large. Mhm. Mais c'est ça, c'est que toutes les règles qui existaient avant pour faire la politique, elles fonctionnent plus aujourd'hui. Comme c'est quoi? simple, Comme quoi les puis- règles qui fonctionneraient plus, ou les genres de règles? Ben, en fait, les partis politiques ne sont plus responsables de leur propre narratif. C'est la vision du parti politique qui naît dans le parti politique opposé, en fait, dans la tête des gens. T'sais. En gros, Donald Trump, il a vraiment bien fait ça. Il a imposé un narratif, il a imposé des étiquettes à Kamala Harris puis à Joe Biden, Oui. comme quoi c'était des socialistes, comme quoi... À Cuba, on là, allait... wow. Les Cubains de Floride, apparemment, ils se sont Ben, fait c'est ça. des mois qui se font
qui se font, en tout cas, marteler de publicité à la télé qu'un vote pour Biden, c'est un communiste. Fait que t'as raison. Ça fait quoi des Donc, réalités? c'est ça. Donc là, on a un effet du vote communautariste, mais si vous voulez faire un parallèle avec le Québec, on le voit au Québec, c'est que, en fait, je pense que les partis politiques se font plus élire sur des d'idées, puis sur la perception que les gens pensent qu'ils ont sur leurs idées. Je prendrais l'exemple de l'étiquette Parti libéral, corruption, austérité. Le Parti libéral s'est battu pendant vraiment longtemps pour dire que c'était pas de l'austérité, c'est de la rigueur budgétaire, mais c'est ça, c'est que ce parti-là est défini beaucoup dans l'œil des autres partis, puis les autres, ils pourraient dire la même chose, en fait. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui change, là. Je trouve ça intéressant comment vous avez deux discours, toi et Clément, complémentaires, parce que Clément était plus, on dirait, sur l'aspect sociologique de la chose. Ruralité, division des segmentations dans la population. Tu es allé prendre un autre angle qui est intéressant, celui des étiquettes et plus politiques partisanes. Je trouve ça intéressant. Puis je suis d'accord avec Clément sur le fait qu'au Québec, il faut faire attention à ça parce que. Puis je pense que moi, je vais ajouter l'élément média dans le mix. Là. C'est bien beau parler des partis, c'est bien beau parler des électeurs, mais je pense que là, le média, moi, on s'informe, a beaucoup, beaucoup d'influence dans toute cette équation-là. Puis pour le Québec, si on veut parler de séparation, de déconnexion, on veut parler de rage qui peut, ou de colère, ou de sentiments de victimisation qui peuvent s'y développer dans certaines populations, ben ça peut être justifié si à un moment donné, tout ce que tu fais entendre, je fais une caricature, là, mais ça peut être justifié quand tout ce que tu entends, c'est la circulation sur le port Jacques-Cartier en Gaspésie, puis tu as moins d'attache dans ces réalités-là que toi tu vis, puis que l'image qu'on te donne de toi-même est celle de Montréal, puis je suis à Montréal, là, et non pas celle de Chicoutimi ou de Limoilou ou de Carleton, ou tu sais. Fait que va falloir faire attention à ça, puis je veux dire, les partis politiques ont un rôle à jouer là-dedans, mais c'est difficile parce que ça va falloir un peu voir comment les médias peuvent améliorer la chose, peuvent ne pas favoriser cette déconnexion entre des ruralités puis des coins urbains. Puis regardons juste la carte électorale. Si on fait en tout cas, Clément, moi je m'avance, là. Si on fait une évaluation grossière de ce qui se passe au Québec aujourd'hui, il y a déjà une forme de déconnexion et de désaccord qui se fait ici entre une vision plus nationaliste qui a voté la CAQ puis Montréal qui est toute rouge maintenant, tu sais. Oui, mais ça nous hante depuis longtemps. Dois-je rappeler que la première volée que le Bloc a pris dans une élection avait donné lieu à un rapport qui était le rapport d'Hélène Allary qui essayait de comprendre ce qui s'était passé pendant cette élection-là. Puis ce qu'elle signalait, c'était ça. C'était une première rupture entre le discours tenu par le Bloc. En tout cas, c'était son interprétation à elle. Le discours, l'iconographie, les images qui avaient été choisies dans la publicité du Bloc et la réalité des régions. Puis elle disait, le Bloc a fait une erreur en refusant une forme de conservatisme qui est présente dans les régions rurales, puis qui fait partie, puis qui doit être représenté dans la coalition que le Bloc clairement, prétend là aussi être. aux States, là, vous avez un conservatisme qu'on n'avait pas encore évalué. Là. Et donc, tu sais, quelque part, le message qui était là à l'époque, certains l'ont trouvé maladroitement exprimé, soit, mais aujourd'hui, c'est encore ça qui hante plusieurs partis au Québec, puis c'est, je pense aussi, ce qui hante le Parti démocrate, qui pour plaire à une partie de la population des grands centres urbains de New York et tout, veut pas trop s'associer à une culture plus conservatrice de région qui pourtant pour lequel on doit trouver une forme des formes d'affinité. Oui. Tu sais, quelque part, là, en faisant appel à une caricature, la gauche ne peut pas faire l'économie des enjeux de gauche présents dans les régions rurales. Il y a des enjeux gauche-droite dans les régions rurales qui doivent faire partie du discours. Ça serait quoi, mettons, un enjeu gauche-droite dans un État particulier aux États-Unis? Dans les États, je ne sais pas, mais sur le plan rural, je veux dire... D'habitude, l'association, sont bien forts sur l'association. Les conditions de travail des gens qui travaillent dans l'agriculture, qui travaillent dans des shops, dans le tissu économique des régions, ça fait partie de la réalité économique puis des enjeux. Et je comprends pas pourquoi, comme si tu dis que, mettons,
les démocrates doivent se soucier des problèmes de gauche Non, que c'est pas ça les qu'il gens dit. ont à droite. Comme je dis ça m'échappe. Non, mais c'est que moi, je n'accepte pas l'idée au départ que les régions sont de droite. Ouais. Je pense qu'il y a dans les régions rurales des gens de gauche comme de droite, mais que les gens de gauche aujourd'hui se retrouvent pas dans le discours que les partis de gauche urbains plaident. OK, puis aux États-Unis, ça serait quoi, par exemple, le port d'armes? Le port Ça serait d'armes, quoi? il y a des enjeux de conditions de travail, il y a des enjeux dans les écoles. La réalité des écoles, la réalité des conditions de vie des femmes dans les milieux ruraux et tout, c'en est des sujets qui devraient intéresser la gauche. Puis Ben, je tu sais, pour pense amener que ça... c'est assez peu présent dans le discours qu'on entend, en tout cas vu d'ici, Mhm. du Parti démocrate. Mais c'est ça, tu sais, c'est là où justement, tu sais, le terme establishment a été popularisé. Tu sais, c'est avec l'élection de justement Hillary Clinton où, tu sais, on accusait le Parti démocrate justement d'être déconnecté, puis d'avoir été traditionnellement le parti, tu sais, c'est ça, des syndiqués. Puis c'est ça, c'est qu'en fait, ils lui ont complètement tourné le dos en 2016. Puis là, le défi de Joe Biden, c'était justement, tu sais, de reconvaincre puis de rallier autour, tu sais, des valeurs qui étaient démocrates plus de centre. Puis là, ben, visiblement, je sais, Ça a marché pour le je sais Michigan, pas, le Wisconsin. ben ça peut-être, c'est ça, parce qu'il y avait ça aussi, tu sais, je pense que Joe Biden n'était pas vraiment en campagne nationale, tu sais, puis Donald Trump non plus, là, c'est ça qui fait aussi le système électoral aux États-Unis avec les collèges électoraux, mais c'est que, tu sais, tu vas faire limite une campagne nationale, mais tu vas chercher à rejoindre des États en particulier, parce que tu sais que c'est eux qui vont faire pencher ou pas la balance de ton côté. Puis Ça, c'est sûr. Puis il avait dit, Biden, il dit, quand c'était la course démocrate, un des arguments forts pour lui, c'était voter pour moi, puis moi, je vais aller les chercher, les Blue Collars qu'on a perdus. Je vais aller les chercher, moi, les Blue Collars du Michigan, du Wisconsin. Là, ça a passé un peu sa fesse, mais quand même, il a réussi. Là. Donc, Ouais, en effet. Ouais. Il les a pris un exit poll que j'ai vu hier là, qui compare à 2016. Il dit que Trump a performé mieux avec toutes les démographiques, excepté les hommes blancs, où il a perdu 5 points. Mais white women, femmes blanches, plus 2, hommes noirs, plus 4, femmes noires, plus 4, hommes latinos, plus 3, femmes latinas, plus 3, autres communautés culturelles, plus 5. Trump a augmenté son pourcentage de vote chez les communautés culturelles. Le seul groupe démographique avec lequel il a moins bien fait, c'est les hommes blancs. Puis c'est le candidat républicain de l'histoire américaine à avoir eu la plus grosse proportion de votes non blancs. Mais ça là-dessus, là, sur l'intervention que tu viens de faire, j'aimerais ça vous entendre les trois. Moi, ça me fascine toujours dans les soirées électorales américaines à quel point les Américains se permettent de faire des analyses en fonction de catégories démographiques extrêmement fines, comme tu viens de le faire, alors qu'ici, on ne se le permet pas. Est-ce que c'est par pudeur? Est-ce que c'est par choix? Je ne sais pas. En France, c'est interdit de le faire. Mm-hmm. Vous trouvez ça bien, mal? Faut-tu voir ça comme une mesure, comme une approche progressiste de l'électorat? Faut-tu voir ça au contraire comme du communautarisme? Moi, je ne sais pas interpréter ça. D'un côté, je trouve ça admirable. D'un autre côté, je me dis, oh, quel danger ça représente. Ben, si tu regardes la COVID, tu regardes la pandémie de COVID, on demandait au gouvernement de récolter les données sur les communautés culturelles pour voir comment elles ont été affectées spécifiquement, puis le gouvernement ne l'a pas fait. Puis ça, je pense que ça a été une erreur, parce que ça nous a donné des angles morts. On aurait dû savoir que les communautés culturelles, les Autochtones allaient être plus affectés par la COVID, puis on ne l'a pas vu. Mais c'est un peu ça, les élections, c'est que ça te permet un peu de voir un peu comment les communautés répondent à certaines idées, certains candidats. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve ça positif d'avoir ces données-là. Parce que, oui, ça permet le communautarisme, mais en même temps, ça permet aussi de voir comment les communautés répondent à certaines idées, certains candidats. Puis c'est bien pour prendre le pouls de la population. Selon moi, c'est pas une mauvaise chose. Alizé, Mais t'avais-tu une question? ta question, ouais, c'est ça, c'est ta question. Dans le fond, c'est pourquoi au Québec, on n'a pas le droit de dénoncer devant tout le monde que les communautés culturelles appartiennent au Parti libéral. C'est ça la question? Non. D'abord, au Québec, c'est pas interdit. En France, c'est interdit de faire des analyses sociologiques, en particulier en situation d'élection et tout, en fonction de certaines caractéristiques démographiques, des religions, ainsi de suite. OK?
au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas d'interdiction là-dessus, mais c'est pas une habitude qu'on a de faire ça, de classer qui, par religion, par sexe, par origine, le vote dans des élections. C'est très rare qu'on va entendre que dans la circonscription de Jean Lesage, les personnes d'origine étrangère ont voté pour un, puis les gens qui étaient nés sur place ont voté pour un autre. On le fait assez peu. Il y a peut-être un petit traumatisme Jacques Parizeau ici. Là. On peut pas rejouer dans non, mais je pense livre-là. pas. C'est que, tu sais, les partis politiques vont commencer à s'intéresser plus non, mais aux immigrants, Alizé, on le fait déjà. comment ils votent. On le fait déjà, là. Moi, je veux te ouais, dire. mais... Dans les machines, mais... puis dans les BD, les bases de données pour faire le sortie de vote, on applique déjà les données de Statistique Canada, puis les données démographiques qu'on trouve au Québec, puis on les applique à la carte électorale, puis on utilise déjà la segmentation par communauté, par langue, par religion, pour identifier les meilleures segmentations pour ton vote. Ça se fait déjà dans les médias, peu, comme l'a dit Clément, en tout cas. Ah, OK. Fait que toi, tu dirais, dans le fond, ça serait le fun au Québec de savoir comment les anglophones ont voté, comment... C'est ça que tu veux dire? Moi, je ne sais pas si ça serait le fun. Je constate qu'on n'a pas l'habitude de le faire ici, alors qu'aux États-Unis, ils le font sans aucun scrupule, manifestement. Mais ce que j'allais dire, c'est ça, c'est qu'ils vont commencer à le faire quand, démographiquement, ça va être plus intéressant. Je pense qu'en ce moment, c'est trop minoritaire pour qu'on y accorde une importance, puis surtout, c'est hyper archi, ultra, méga concentré à certaines régions. Je suis d'accord qu'au Québec, avec le système électoral qu'on a, les communautés culturelles n'ont pas encore le poids démographique de flipper une élection. Exactement, c'est ça. Comparé aux États-Unis, où est-ce que si les Latinos et les Noirs sortent fort, ils peuvent flipper une élection. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, mais... On s'entend que ça serait concentré à Montréal. Genre, s'il y avait ça, une soirée électorale au Québec, ça serait genre... Et dans le Grand Montréal, maintenant... Mais la CAQ le fait un peu, à Montréal ou dans les élections. À Québec, tu as quand même plusieurs circonscriptions dans lesquelles la proportion de population d'origine étrangère... whatever, qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie-là, là, ça c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir, est beaucoup plus grande en pourcentage que l'écart qui fait les gagnants. Là. Oui, mais c'est les communautés culturelles. T'sais, on va pas dire genre, c'est pas comme aux États-Unis où est-ce qu'ils ont un Congressional Black Caucus, où est-ce que les Noirs sont tellement forts et tellement influents qu'ils ont leur caucus au Congrès. On n'est pas rendu là encore. Le jour où tu vas avoir à l'Assemblée nationale un Latino caucus, genre qui va comme représenter tous les gens latinos. Mais donc, je retiens quand même que, au moins pour vous deux, François, tu t'es pas vraiment prononcé, mais pour vous deux, c'est quand même positif, cette habitude-là aux États-Unis de diviser et d'analyser le vote par des catégories démographiques de ce type-là. Mais moi, je vois ça d'un bon œil pour 3 raisons. Au niveau de l'historique électoral, c'est bon de savoir comment telle population a évolué, a changé, au niveau des enjeux, puis au niveau du outreach, parce qu'évidemment, je pense que les communautés, aux États-Unis, ils vont faire de la documentation en espagnol pour les communautés latino, puis je pense que ça, plus largement, ça permet de voir si les gens de telle communauté culturelle sortent pas voter. Ça permet même au FEC, à la FEC, puis aux Election Commissions de chaque État de comprendre comment mieux mobiliser ces communautés-là. Peu importe pour le candidat, juste de mobiliser, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que faire ça, même au niveau des médias, voir qui a voté pour qui, puis qui a voté en quel pourcentage, quelle communauté, ça permettrait à Élections Canada, puis au DGEQ, de mieux aider ces populations-là. Ce serait pas une mauvaise chose au Québec qu'on ait de la documentation électorale pour informer les gens. L'officiel peut être en français tout le temps, tout ça, mais ce serait pas une mauvaise chose d'avoir pour certaines communautés de la documentation dans d'autres langues. Mais juste pour être sûr d'être bien compris sur les questions que je soulevais, qu'on sache que le directeur général des élections au Québec sache que la communauté française ou que les gens qui sont arrivés au Québec depuis moins de 5 ans, etc., votent moins que les autres, ça, ils ont déjà ces données-là. Puis ils pourraient déjà faire ces analyses-là. Puis je me réjouis tout autant qu'on travaille en particulier à stimuler le vote de ces gens-là, comme depuis des années, on travaille à stimuler le vote des jeunes en particulier. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai encore des interrogations sur des analyses
démographique trop fine qui nous amène, je pense, dans certains cas, à trop identifier des communautés à des blocs qui votent pour un ou pour l'autre. Puis je continue de penser que dans une élection, dans un rendez-vous électoral, c'est le moment dans la vie démocratique où on est tous des citoyens, puis où il y a quand même une vertu à ce qu'on reste tous des citoyens plutôt qu'une communauté culturelle. Un ensemble de communautés culturelles qui votent en même temps. Ouais, mais tu sais, Je comprends Clément, ce que tu veux dire. c'est ce que tu dis, là, ça me fait penser à quelque chose. C'est que, en fait, je pense pas que sociétalement, on a avantage à outrepasser le fait que certains groupes votent plus d'un bord ou de l'autre, parce qu'en fait, ton mode de vie, la manière dont tu vis, les risques auxquels tu es exposé vont influencer justement, ce vote-là. Puis on sait que, par exemple, c'est ça qui s'est passé en Caroline du Nord, là, c'est qu'il y a probablement un vote noir, qui est plus sorti. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est que ça permet aussi de faire des liens entre le fait que, ben, c'est un ancien, c'est un État du Sud qui a des valeurs plus conservatrices, puis ou probablement raciste. Donc, on peut pas vraiment, je pense pas que on aurait avantage comme société à outrepasser ça. Maintenant, ça m'amène à une autre réflexion, pour venir vraiment plus 100% aux États-Unis. C'est que moi, je pense que qu'est-ce qui s'est exprimé hier comme vote, à peu près 50-50 Biden-Trump, c'est qu'il y a 50% du système aux États-Unis actuel qui profite à 50% en fait de l'électeur. De la population ou des gens qui ont voté. Dans le sens où... Répète ça, il y a 50%, répète ça. Ouais, excuse, c'était vraiment pas clair. Ce que je veux dire, c'est que, si on prend la population américaine totale, OK, puis qu'on prend le taux de participation, etc., t'as à peu près, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mettons je que l'ai, 80 c'est 209 millions... millions à peu près d'adultes qui pourraient voter. OK, puis les gens qui ont sur voté les pour 300. Trump. Et là, il y a 60... Si je fais un résumé, là, c'est comme 68-68 à peu près. Là. C'est plus que ça. Je pense que c'est 69-67 là, la différence, mais c'est à peu près les chiffres. Non, Biden est rendu à 71,3. Pour vrai? Bon. Ouais, puis Trump est à 67,8. Fait que ça fait juste 136-140 millions de personnes qui ont voté sur 209, qui fait 67-69%. Et c'est un record. Et c'est un record. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que actuellement, c'est 70 000 personnes qui ont voté pour Trump. C'est probablement des personnes qui sont du bon côté de la clôture, où justement, la lutte contre les inégalités, ça les touche moins parce qu'ils sont déjà favorisés. Fait qu'ils peuvent se permettre tu donnes un de angle voter économique à d'une ton certaine point. façon. Tu penses que c'est juste des gens riches, des gens bien nantis qui ont voté pour Trump dans les coins ruraux? Par exemple, c'est pas des Afro-Américains qui vont voter en majorité pour Trump. C'est pourquoi? Non, mais Alizé, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont plus voté pour Trump cette année qu'en 2016. Mais je sais qu'ils ont peut-être voté plus pour Trump cette année, mais c'est parce qu'en fait, cette année, ils ont mis énormément d'efforts pour cibler cet électorat-là en particulier. Puis tu as des personnes comme Candace Owens, des personnalités qui sont vraiment devenues plus... Ils ont vraiment milité pour ça, là, tu comprends? Mais d'un autre côté, c'est pas pour rien que ce vote noir-là ou ce vote latino, bon là c'est moins vrai là, avec les 2 dernières élections, mais c'est pas pour rien que ces gens-là ont plus tendance à voter démocrate, c'est parce que quelque part, il y a des gens pour qui le système actuel marche, puis il y en a d'autres pour qui ça marche pas. Mais... C'est la question des privilèges, en fait. Il y a un professeur, justement, à l'université Princeton, là, j'ai vu une clip circuler, c'est aussi qui l'a tweeté, puis il y a plein de gens qui ont repris ça. Il disait que in America, we have to stop with the narratives that we sell ourselves. Genre, ils se vendent des narratifs que leur pays, c'est the land of the free, the home of the brave, c'est tout ça, genre, tout ce qui est dans le rythme national, le pursuit of happiness, l'image que Tocqueville avait des États-Unis, puis il dit, moi, je suis noir, il parle de lui-même, il dit, moi, je suis noir, j'ai grandi dans un coin pauvre, j'ai eu de la misère, donc j'ai jamais vraiment vécu dans cette narrative-là, mais il y a des gens qui se sont nourris de ça toute leur vie, fait que si je vous ai bien compris, là, les deux, là, vous êtes en train de me dire... Oui. Pas à la prochaine fois, mais que dans le fond, c'est comme s'il y avait 2 mythes américains qui sont en train de se confronter. Le mythe traditionnel avec le mythe de ces gens qui sont... C'est quoi tes termes, Alizé, qui sont pas moins bien nantis? C'est pas un mythe, c'est une réalité. Non, parce que dans le fond, je comprends, mais des fois, dans l'imaginaire collectif, il y a un narratif national qui se crée, puis là, il y a 2 narratifs de la nation qui s'est créé.
Puis là, Mais tu ces les as, les deux narratifs qui narratifs, c'est la droite puis la gauche aussi, là. Ça revient beaucoup à ça, là. Clément, vas-y donc. Ben, je comprends ce que tu dis, Élisée, puis je pense que c'est vrai pour une partie, puis c'est vrai en particulier pour les communautés culturelles, disons ça comme ça, qui ont voté très largement, mais pas exclusivement, mais très largement démocrate. Mais je pense qu'il y a aussi, chez les républicains, un nombre probablement aussi important ou une proportion tout aussi importante de gens qui sont des perdants du système, qui sont aliénés par le système, puis qui sont des pauvres blancs, mais qui estiment, à tort ou à raison, qu'ils sont les perdants du système. Puis je pense que les deux partis vivent avec un délicat équilibre à trouver entre des privilégiés qui gèrent le parti, vraisemblablement des très riches chez les républicains, mais probablement des aussi riches chez les démocrates. Totalement. Puis deux groupes qui sont aliénés par le système pour des raisons probablement totalement différentes et qui ont des privilèges et des contreparties différentes, mais je pense que les deux parties sont aux prises avec ça, puis je pense que les perdants du système, à mon avis, se retrouvent probablement, malheureusement, assez équitablement répartis. Je suis d'accord avec ça. Mais uniformément répartis dans les deux. C'est qu'il n'y a pas de mélange entre ces deux groupes-là qui est le problème. Parce que dans un dogme, le dogme te donne l'impression, dans ces mythes-là, ça te donne l'impression à droite que tu vas vivre le rêve américain, puis je fais une caricature, mais fuck les taxes, puis donne-moi ma nouvelle réforme de la santé, que j'aille plus Obamacare, puis c'est comme ça que je vais atteindre une meilleure condition de vie. Et à gauche aussi, tu as ce même espoir-là. Puis c'est pas pour rien que Obama était capable d'aller chercher plutôt au centre un peu des deux, parce qu'il offrait cette même promesse aux deux. Puis pour en plus renchérir sur ce que dit Clément, moi, une chose qui m'a vraiment surprise hier, c'est les exit polls sur les enjeux de l'ensemble des électeurs qui m'a jeté à terre. Depuis le temps qu'on se fait parler de la pandémie, m'attendais un petit peu que ça soit ça. 34%, l'enjeu prioritaire, c'est l'économie. Deuxième enjeu, en deuxième position, à 21%, c'est le racial inequality, ce qui touche de proche ou de loin un point d'Alizé. 18%, troisième place seulement, pour le coronavirus. C'est l'économie, l'importance encore de notre place dans la société. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent cette semaine? Est-ce qu'on va pouvoir payer les factures? Est-ce que je vais pouvoir donner une meilleure qualité de vie à mes enfants? Ça a encore énormément d'importance, même avec une pandémie. Là. Mais ce que tu dis, ça me fait penser qu'à la fin, là, on a beau vouloir attribuer les gens à une droite ou une gauche, puis moi, je trouve que c'est très flagrant en France. Là. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre un Jean-Luc Mélenchon et une Marine Le Pen. T'sais. Leur plateforme, c'est, arrêtons le libéralisme sauvage. Ben oui. Non, mais en fait, c'est... François, ta face me déconcentre quand je te parle. Mais non, c'est parce que, en gros, par exemple, tu as Marine Le Pen qui va dire, pourquoi on va fabriquer nos choses en Chine? Faisons-les en France. Puis tu as un Jean-Luc Mélenchon qui va dire, oui, ça fait aucun sens qu'on produise, je sais pas moi, des yogourts en Pologne alors qu'on a du lait en France ici. Fait que c'est la même chose. C'est des gens, Jean-Luc Mélenchon va dire, par exemple, nous, comme on a un devoir humaniste d'accueillir des réfugiés en France, mais ils n'ont rien à faire là. Puis Marine Le Pen va dire, ils n'ont rien à faire là parce que dans leur pays, c'est des dictatures, puis il faut qu'on arrête de subventionner ces dictateurs-là, tu comprends? Fait qu'aux États-Unis, c'est un peu la même chose. C'est que finalement, quand tu vas voir un Américain puis que tu fais fi de s'il vote démocrate puis républicain, tu vas lui dire, moi, je veux avoir de la prospérité, je veux avoir accès à de l'éducation qui a un prix raisonnable, puis je veux avoir, je sais pas moi, un healthcare, un système de santé de base. C'est toute la même chose. C'est juste qu'ils pensent... En fait, ils pensent qu'ils sont des extrêmes. Mais ils ne sont pas des extrêmes à la fin de la journée. Mais il y a 12 ans, jour pour jour, on célébrait... En fait, Obama célébrait sa première victoire. On célébrait aussi. 4 novembre 2008, il était à c'est Grand Park à Chicago, c'est ça? Puis il donnait son discours. C'était aussi un soir de... Le 4 novembre au soir. Exact. 4 novembre au soir. Excellent. Non, mais c'est ça. Puis si on regarde comment l'Amérique a évolué depuis, on n'est plus du tout au même endroit.
On a passé de Obama qui élit une supermajority, donc qui flippe le Sénat, qui flippe la Chambre des représentants et qui prend la Maison-Blanche, à aujourd'hui, cette élection où est-ce que les démocrates sont en voie de gagner la Maison-Blanche par la peau des fesses. Ils vont garder le House, mais en perdant des sièges. Et le Sénat est encore en jeu, mais il y a des bonnes chances que ça penche du côté républicain. Ouais. Puis, surtout, ce que tu disais, François, sur la droite puis la gauche, c'est que c'est le genre de pays où une Nancy Pelosi peut se faire élire, puis un Chuck Schumer peut se faire réélire. Nancy AOC, Pelosi, puis Mitch McConnell. c'est ça, puis Mitch McConnell, mais l'affaire, c'est que les fringes, les gens qui sont un peu de côté, dans ces gens-là qu'on a nommés, c'est ceux qui sont un peu le futur, c'est les AOC, les Ilhan Omar, les Rashida Tlaib, mais ces gens-là ne pourront pas prendre leur place tant que les AOC et les Chuck Schumer et les Mitch McConnell de ce monde veux dire sont Pelosi. encore... Pardon, Pelosi, oui, pardon. Pelosi, là, c'est justement, c'est quelque chose que je vois. Elle a 80 ans, ça fait comme 45 ans qu'elle est, peut-être pas aussi longtemps, mais c'est 30-35 ans qu'elle est là. Comme à un moment donné, il faut que tu te ta place. Puis j'ai même entendu parler de les démocrates sont en train de considérer un changement de leadership. Mais là, Clément, je fais pas de Vas-y, mais après ça, j'ai Clément hier, parce que je le vois. Clément, en ce moment, vous ne voyez pas c'est pas de la la- version c'est pas- vidéo, mais c'est pas son- il est un hochet de la tête depuis 10 minutes. Mais c'est J'ai pas hâte son qu'il âge, parle l'impression, après. c'est que c'est pas normal que avec cette Amérique aussi diversifiée, Ouais. aussi multiculturelle, les deux candidats soient un homme blanc de 77 ans, un autre de 74 ans, que la leader de la majorité en chambre, c'est une madame de 80 ans que ça fait genre 35 ans qu'elle est là. Ben, ça Puis change Chuck Schumer, tranquillement. puis C'est une femme, en tout cas. Il y a comme des non, avancées. c'est clair, mais en tout cas, mon point, ce que je veux dire, c'est que... C'est quoi ton point, Ronnie? Oui. Mon point, C'est c'est quoi que ton point? en 2016, après l'élection de Trump, quand Van Jones de CNN, il a dit que c'était un whitewash. C'est une claque sur la gueule de l'Américain typique, Mhm. blanc, comme... Ouais, ben, ça l'a pas été encore cette année, là. Il y a Pardon? 50, ça l'a pas été cette année, non. Ben, en fait, il n'y a pas Non, c'est ça que je un disais. white slash cette année. Il y a 50% encore des États-Unis qui ont voté encore pour une continuité là-dessus. Là. Mais Non, Clément? c'est ça, mais cette année, ce que je dirais, c'est que c'est plus un message des Américains que ce jeu-là, on ne veut plus jouer dedans. C'est la même chose qu'on vit année à année, élection à élection. C'est de la division de la polarité. Les gens sont tannés, ils veulent autre chose, selon moi. C'est ça que je veux en venir. C'est là que je veux en venir. Ben, tu sais, je suis d'accord pour partie. Moi aussi, je déplore que ce soit deux vieux hommes blancs qui soient là. Il reste que les systèmes politiques qu'on a évoluent lentement, trop lentement, je suis Ouais. d'accord, mais ça reste qu'un pays comme les États-Unis, c'est un niveau de diversité en termes de réalité. Là, je parle pas je parle pas que de population, de réalité, d'urbanité, de ruralité dans des milieux extrêmement différents, dans des tissus économiques opposés. On va toujours rester dans des dynamiques où, au niveau national, on va être dans la recherche de des coalitions les plus larges où il va falloir des femmes, des hommes, des personnes très âgées, des très expérimentés, des nouveaux, des fringants comme AOC, Pas juste des plus jeunes comme AOC, classiques comme Pelosi, etc. Tu sais. Bon, puis oui, il faut que ça avance. Puis il y a des progrès. Quand on regarde d'une élection à l'autre, on voudrait que ce soit plus rapide. Mais je veux dire, dans cette élection-là, il y a une femme trans qui a été élue au Sénat, il y a des hommes noirs gays qui ont été élus représentants, on On a a dit tantôt que la renversé le démographie drapeau changeait, du là, Mississippi. Tu sais, je veux dire, des progrès, il y en a dans cette élection-là, au-delà de la question de Biden et Trump. Puis il ne faut pas perdre de vue ces petits progrès-là qui sont déterminants, mais qui sont occultés absolument. par les résultats généraux. Fait que je veux juste... Faut pas juste focusser sur les grands personnages qui sont surreprésentés par les médias puis qu'on voit tous les jours et tout. Faut aussi voir les progrès qui se font au niveau local puis au niveau des chambres. Oui, absolument. J'en ai mis dans mes notes là, des bonnes nouvelles. Tu sais, la marijuana, il y a beaucoup d'États qui ont décriminalisé, qui ne veulent plus poursuivre les gens pour la possession, même de drogue. Mais tu sais, l'affaire, c'est que le leadership, éventuellement, tu sais, j'ai l'impression il est statique, il n'est pas en mouvement. Il est comme. On dirait Exactement. qu'il- Ouais. Et Pelosi, honnêtement, c'est pas le fait qu'elle est vieille puis c'est une femme blanche. C'est la façon dont elle se comporte, c'est le manque d'ambition qu'ils ont sur certaines affaires. C'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à passer un relief bill pour le coronavirus avant l'élection.
Puis c'est le fait que, honnêtement, ils n'ont pas été assez ambitieux sur la nomination de Amy Coney Barrett. À la place de lui poser les questions usuelles puis de faire genre aller le processus, ils auraient dû filibuster. Ils auraient dû faire tout en leur possible pour dérailler le processus. Parce que, c'est des questions compliquées en pleine période électorale. oui, mais c'est ça, mais c'est le manque d'ambition. C'est le on va. J'ai regardé le film récemment, The Trial of the Chicago 7, je ne sais pas si vous l'avez vu. Excellent, ouais. Mais justement, tu sais, il y a la friction entre le personnage de Eddie Redmayne et le personnage de Sacha Baron Cohen. Quelqu'un qui est plus, pas conservateur, mais nuancé, centriste, Exact. et quelqu'un plus à l'extrême, plus assumé dans ses valeurs de gauche radicale. Exact, c'est ça. Puis je pense qu'il y a comme un juste milieu qui doit être atteint en Parti démocrate. Je pense en 2010, là, en fait, en 2008, pendant l'élection d'Obama, Ted Kennedy, là, qui aurait dû traditionnellement soutenir les Clinton, là, qui était un de leurs grands amis, Qui a aurait soutenu soutenu Obama. Barack Obama. Et Barack Obama lui a promis, lui a dit, je vais faire de la Universal Healthcare mon grand combat, tu sais, pour ton soutien, pour toi. Puis une fois arrivé au pouvoir, Obama s'est estompé sur le Universal Healthcare. Mais attends moi, une minute, là. Il y a une affaire qui est importante, Ronnie, là, c'est que, dans le fond, c'est parce que je comprends ce que tu dis, mais quelle place ça a dans l'élection aujourd'hui? Tu sais, t'as pas tort, puis moi, je pourrais relier ça avec Bernie Sanders en plus. Mhm. Est-ce que vraiment c'est capital ou est-ce que ça explique vraiment pourquoi il y a genre 65 à 60, on pourra aller voir là, pendant que je parle, là, les chiffres, là, à peu près 68 millions de personnes qui ont voté pour Trump? Je comprends ton point, mais en même temps, je fais comme crime. C'est pas là la clé, c'est pas ça la recette de la caramel. Là. Juste pour répondre Mais en français, attends. je vais te laisser aller. Vas-y, je t'en prie. On a trop de choses à dire. Non, mais c'est juste que l'affaire, c'est que ces gens-là, comme tu l'as dit, les deux côtés sont abandonnés par le système. Fait que ce que les démocrates font, c'est qu'en public, ils font du virtue signaling. Et qui répondent que, pas genre, vraiment à ces cris du cœur, là. Oui, ils répondent. Exactement. Non, en tout cas. Ils font du virtue signaling, ils disent on est mieux que Trump. Okay, oui, c'est pas des gros racistes, oui, c'est pas des fascistes, oui, ils sont mieux que Trump sur le caractère, on s'entend, mais policy-wise, ils sont pas mieux que Trump, dans le sens qu'ils luttent pas pour the little guy, pour le average American. Bon, ben, moi, l'année, ma question plate. Ça aurait-tu fallu Bernie Sanders? Je vais laisser Alizé répondre, puis je pourrais renchérir après. Ouais, ben en tout cas, pour revenir à ce qu'il a dit, puis ce que Clément a dit, tu sais. Non, mais attends. Vas-y. Peut-être on va aller là. Mais non, mais tu sais, en fait, par rapport à ce que Clément disait, tu sais, je veux bien que oui, le système évolue lentement, puis qu'il semble y avoir des progrès, puis que c'est bien d'avoir des partis de coalition qui sont représentatifs de la population, mais tu sais, reste quand même que c'est ça, quand tu regardes les statistiques tu sais, de la Chambre des représentants, tu sais, les hommes blancs, tu sais, ils sont surreprésentés, tout ça. Puis non plus, il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place pour inverser, tu sais, cette vapeur-là, pour laisser de la place à des aussi, tu sais, qui étaient serveuses avant, tu sais, quelques mois avant de se présenter, tu comprends? Puis même à ça, et aussi dans sa course à elle, dans son investiture au Parti démocrate, elle était contre, je pense, c'était quoi? C'était le Speaker of the House pour les démocrates, ou je me souviens plus c'était qui ce monsieur-là, mais c'était vraiment comme une sommité du parti, puis elle a réussi à le tasser, puis au début, on voulait pas, tu sais. En fait, c'est ça, c'est qu'elle a gagné vraiment contre un ténor du Parti démocrate. Fait que c'est ça, c'est comment le Parti démocrate aussi laisse la place à ces gens-là, tu sais, puis ça a pas l'air bien parti. Puis aussi, par rapport à ce que Ronnie disait sur comment on explique justement, tu sais, la différence qu'il y a dans les idéologies de parti, comment le Parti démocrate peut composer avec ça. T'sais, moi, je tenterais une hypothèse, c'est que j'ai l'impression, en fait, que le Parti démocrate est plutôt centré sur, on va dire, des étoiles, des personnes qui, eux, dans leur communauté, vont avoir un impact, que ça soit en tant que sénateur. Mettons la gang des quatre, là? Oui, la gang des quatre, gang. ou même, il y a beaucoup de petits élus, de petits maires démocrates dans des communes dont on ne connaît pas le nom, mais qui vont avoir une grosse influence. T'sais. Puis le Parti des républicains, juste pour vous rappeler, là, un gros débat qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que le Parti républicain, dans le cas de la défaite de Donald Trump, va se détrumpiser? En fait, on se demande si le Parti républicain va redevenir à ce qu'il était avant Trump ou est-ce qu'ils ont découvert, ça y est, un filon qu'ils vont exploiter. Puis c'est ça, en fait, la grosse différence qui explique les élections aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que le Parti républicain était très centré autour de la politique de Trump avec un message super cohérent. Puis le Parti démocrate s'est rendu un parti de coalition où tu avais des gens comme la pauvre Nancy Pelosi qui essayaient de maintenir tout le monde dans cette espèce de coalition-là sans qu'il y ait trop de débordements. Puis
Puis je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Puis ça va m'amener à ton point, François. C'est, tu sais, il y a des gens qui étaient anxieux de voir comment des gens comme Elizabeth Warren, comme Ouais. Bernie Sanders allaient réagir à Joe Biden. Tu sais, est-ce qu'on savait même pas à un moment donné si Bernie Sanders allait amener ses supporters à supporter Joe Biden? Juste pour vous rappeler d'où on vient, là. De comme Ouais. on est le Parti démocrate, ça fait beaucoup de chemin, là, puis c'était Biden pas était une joke à un moment facile. donné dans la course. Là. C'était une joke Oui, là, oui, qui oui, oui. Ouais. il allait mourir, il allait se gros planter, c'était joke, fini. ça, ouais. Puis là, une semaine, il est devenu candidat officiel. Là, comme, hein? Non, mais en même temps, c'est ce qu'on peut dire, pour répondre à la question, François, à laquelle tu n'as pas eu de réponse, puis je pense que tu es déçu, est-ce que ça aurait pris Bernie Sanders? Moi, je pense que Bernie Sanders n'aurait pas mieux fait. Parce que on parle de polarisation, puis on parle de gauche. Tu sais. Je pense que Bernie Sanders représente, tu sais, moi qui dis qu'il y a besoin d'un peu plus de progressisme, je pense que Bernie Sanders aurait été un choc trop dur pour cette élection-ci. Ouais. Ben, Je pense pas que ça l'aurait... C'est toujours ça que les centristes utilisent comme argument au Québec ou C'est ça. aux States. C'est que là les centristes se galvaudent là-dedans en ce moment en disant voyez, 50%, là, je l'ai le chiffre devant moi enfin, là, okay, c'est 68 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump. Voyez que s'il y avait eu quelqu'un plus à gauche, ça n'aurait pas marché. J'ai l'impression que la vraie réponse pour moi, en tout cas, là, puis je vous laisserai aller après, la vraie réponse, moi, plate, c'est moi, j'aimerais ça garder des chiffres. C'est certain que pour nos amis cubains dont je parlais tantôt en Floride, que ça faisait 5 mois qu'ils se faisaient dire que Biden, c'est un socialiste comme à Cuba, ça doit pas un aider, c'est vrai. communiste. Ouais, mais socialiste, eux autres, c'est communiste, puis sûrement qu'il y a des peuples qui le disaient, là, mais... Ouais. Fait que, OK, peut-être que oui, mais il faut regarder les chiffres ailleurs. Peut-être qu'on peut aller rechercher ces coins ruraux où l'association collective est super importante, où la possession collective des propriétaires est super importante, où le syndicalisme est super important, les coins de col bleu, Michigan, Wisconsin plus fort. Peut-être que oui, il faut faire une croix sur la Floride, mais qu'on peut aller chercher un autre chemin électoral. Fait que j'ai pas la réponse, on est dans la politique fiction. Mais en tout cas, je ne m'embarquerai pas dans une réponse facile. Alors, vous, avez-vous des réponses faciles? Je pense que personne n'en a. Clément, Mais vas-y. moi, je veux juste dire que je pense que dans cette élection-là, on ne peut pas trop s'avancer sur ce calcul-là. Je pense que la caractéristique de cette élection-là, c'est qu'on n'était pas dans un axe gauche-droite. On était dans un axe entre des gens qui refusent la préséance de la vérité, la science, la morale, et ainsi de suite, et qui sont prêts à tout pour gagner par-delà les règles du jeu démocratique. Mhm. Et donc, on n'était pas dans un axe normal. Je pense que si on avait eu une élection où on avait eu une droite, un parti républicain qui assumait ce qu'on assume être les règles de vie en société, dans une société civilisée, on aurait pu faire le genre d'analyse que tu fais. Je pense que dans ce cas-ci, on est dehors de ça. Mhm. Puis moi, ça m'amène à beaucoup de prudence dans l'analyse de ça. Mais en même temps, je reste très préoccupé par la question de la polarisation dont on disait tantôt. Puis je voudrais revenir sur un élément qu'Élisée disait tout à l'heure. Moi, je trouve que quand on dit, puis on le dit souvent, puis il arrive même qu'on l'entend au Québec, même si c'est moins fréquent, que les deux extrêmes se rejoignent, comme Élisée parlait tout à l'heure de Mélenchon puis de Marine Le Pen. Moi, je trouve qu'on fait le jeu des extrémistes dans ce temps-là. La question, c'est que pour attirer l'attention puis jouer le jeu médiatique, ils adoptent les mêmes stratégies d'excès, de jouer sur des points extrêmement sensibles des populations et tout. Mais ils ne le font pas avec les mêmes intentions puis en poursuivant les mêmes objectifs. Puis je pense que quand la politique consacrera plus de temps à analyser les intentions, les politiques, les projets des gens plutôt que les effets médiatiques puis Les effets de toge. les effets de toge puis les coups d'éclat, je pense qu'on arrivera mieux à distinguer le fond des propositions de chacun des partis. Mais il faut faire attention quand on dit quand on met les extrêmes dans le même panier, je pense d'une part, on dévalorise le travail de fond des gens qui sont plus au centre et d'autre part, on se trouve à donner trop d'importance au spectacle sur le fond. Ouais, mais tu sais, j'ai envie de dire, c'est pas la nuance qui a fait que Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016, puis c'est pas la nuance qui a fait que les gens ont voté pour lui aux autres Je suis élections. d'accord avec ça. Je
suis Fait d'accord. que, tu sais, c'est ça. Mais en tout cas, mais tu sais, ça me fait aussi penser à, tu sais, à toute la question des sondages, tu sais, savoir à quel point. En fait, je me It's all demande à fake quel point, tu sais, news. It's ouais, voilà. Je me demande à quel point, tu sais, le Parti démocrate, en fait, a appris de ses leçons des dernières élections. Eh Puis, boy. tu sais, il C'est y a nous encore, aussi je de pense même, qu'il. en passant. On n'a Oui, pas appris notre sûrement, mais leçon tu en sais, moi, passant. je pense qu'il y a encore des élus démocrates qui réalisent pas que Donald Trump il a été président pendant 4 ans. Tu sais, ils processent pas ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ben là, tu sais, OK, on a eu un mandat, là, comme c'est correct, là. Tu sais, les gens se sont rendus compte qu'il était complètement fou. Tu sais, il va s'en aller, là, ça va être facile pour Biden. Tu sais, tu peux pas perdre contre Trump. Il arrive, c'était une femme, c'était à cause de ça, tu sais. Puis là, ben c'est ça, tu sais, on peut pas... là, on dirait que c'est un scénario un peu similaire, mais tu sais, par rapport au sondage, une des choses que j'ai pas vraiment entendues, c'est on se demande, tu sais, à quoi ça sert de faire des sondages en politique maintenant, parce que bon, tu sais, c'est vraiment difficile à comprendre les États-Unis, mais surtout, je me demande à quel point ces agences de sondage-là, tu as des gens qui font partie, tu sais, des groupes qui essayent de sonder pour pouvoir mesurer puis enlever leur biais à eux. Tu sais, si dans une agence de sondage, tu as une certaine catégorie de la population, tes sondages vont être mal faits parce que c'est sûr qu'il va y avoir des biais qui vont s'insérer, tu sais, dans les questions que tu vas poser puis Mais dans le l'interprétation que biais tu qu'il y a, vas faire. c'est pas de population, c'est de métaux. Ouais. Prenez, la prochaine fois que vous voyez des sondages, là, regardez si sont faits sur le web. Puis moi, ces 2 élections-là me convainquent que étant un gars du web, là, j'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé dans l'informatique, là, il y a un gros biais. On va pas chercher les personnes âgées qui n'utilisent pas les technologies. Crissez ça aux poubelles. Non, mais Dès que c'est je fait veux par, dire, tu sais, par web. t'auras pas, par exemple, ce qu'on appelle, tu sais, un redneck, là, pour utiliser le stéréotype, qui va participer à l'élaboration de ces sondages-là, puis que, tu Mais sais, tu vas en avoir. comme t'auras probablement Mais pas tu vas en de... avoir. Parce que la façon que c'est fait, là, Alizé, ils vont chercher une portion de personnes âgées, une portion de redneck. Non, je sais c'est quoi un échantillon représentatif. Fait que c'est là. supposé être représentatif. Mais dans cette représentation-là de ces groupes-là, il y a un biais parce qu'eux autres sont pas identiques puis ils vivent pas de manière identique à ceux qui sont plus tech-savvy. Fait que tu as toujours un biais de décalage dans tes résultats. Mais le problème, c'est que ça, j'entendais autant quelqu'un comme Ben Shapiro et quelqu'un que les gars de Positive America, c'est deux idéologies opposées, mais ils disaient les deux sujets que les gens qui, quand on parle du shy elector, là, de l'électeur qui dit pas qu'il vote pour Trump, c'est pas qu'il le dit pas, c'est Je qu'il comprends participe ça. pas au sondage parce que Voilà. quand t'appelles, ces gens-là ressentent une isolation par rapport au système, par rapport à l'État, par rapport au gouvernement, puis ils refusent carrément de participer au sondage. Mais quand tu vois les gens dans la rue qui soutiennent Trump, là, les anti-masques, les gens qui manifestent, ces gens-là ne se gênent pas. Je pense que c'est pas vrai que les gens se gênent de dire qu'ils votent pour Trump. Je pense qu'ils sont très vocaux par rapport à ça. C'est juste qu'ils veulent pas le dire au sondage parce qu'ils n'aiment pas les sondages. Puis Un autre d'habitude, un point sondage, ça a juste une méthode de captation de données. Il va peut-être falloir diversifier et combiner des sources différentes pour aller chercher ces gens-là qui Non, répondraient pas c'est aux les humains au gens, téléphone. c'est les personnes qui interprètent les résultats. C'est pas les maths, Les c'est deux. les personnes. Les maths C'est comme sont- pour l'intelligence les artificielle, deux, tu sais, les deux. quand on fait un algorithme de reconnaissance faciale, tu sais, c'est genre... Tu peux avoir un biais dans ton c'est- algorithme, exact. Ben, c'est ça, donc c'est la même chose pour les interprétations des sondages, puis ça, c'est même pas de la méthodologie, tu sais, c'est plus Mais comme juste ce que tu l'outil fais avec. technique, pour moi, en tout cas, moi, de mon avis personnel, c'est que l'outil technique, le fait qu'on passe par Internet, crée un biais de facto. Ça, c'est vrai. Et on T'avais un peut deuxième juste, point, Ronnie, tu sais, là, on- T'avais un En autre tout point, cas, Ronnie? moi, je veux juste suggérer Faites que, ce que au-delà du problème de méthodologie ou d'échantillonnage ou d'interprétation, là, on peut-tu remettre en question l'importance qu'on donne aux sondages dans la démocratie? Tu sais, ça Ouais. réglerait la moitié du problème si on en faisait la moitié moins. Les On interdire. en parle au Québec aussi, là, des sondages, genre, ou au Canada, tu sais, est-ce que c'est tant, est-ce que c'est tant, est-ce que c'est tant... Je pense pas qu'on... Mais en fait, les sondages ont une importance, puis les gars, je réfère beaucoup à eux, là, mais c'est parce que c'est des gens qui ont de l'expérience en politique. Les gars de Positive America, ils en parlaient, j'écoutais ça juste avant de m'en venir en onde avec vous. Ils disaient que c'est important pour les stratèges, pour les partis, de savoir Oui. un peu où mettre des ressources. Tu Puis fais ta sortie de vote avec ça? ouais, exact. Puis ils ont mis beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de campagnes, là, le Lincoln Project, puis les Republicans Against Trump, puis beaucoup d'organisations. Quand on dit que, par exemple, mettre beaucoup d'argent sur MJ Hagar au Texas ou tout ça, qui ont mis beaucoup d'argent, c'est perdu, c'est pas vrai, parce que ça construit des organisations démocrates ou républicaines dans les États, puis ça donne un building block. Oui, François? Là, je vais faire hommage à Anne-Marie Gingras qui m'a enseigné là-dessus à l'université sur
la machine médiatique, là, mais il faut aussi voir que ça, c'est une industrie qui s'alimente elle-même. Mhm. Ça, il y a un intérêt économique là-dedans. Là. Donc, tu as les machines, t'as les postes de TV, ils vendent du temps de cerveau humain. Nous, on regarde ça. OK, il faut qu'on le remplisse. Fait que, je vais le remplir avec quoi? Ben, je vais le remplir avec des sondages. Je peux amener du monde, ça amène des clics, ça amène nos cerveaux. Nous, on va voir. Ils le font de plus en plus, donc ça doit avoir des bons clics, des bons taux. Après ça, ben, ces organismes-là, ces compagnies qui font les sondages, ben, ils font payer pour ça. Les sondages sont achetés ou les sondages sont commandés. Donc, c'est une grosse machine, c'est une roue qui tourne, qui alimente le média de besoin, qui donne ça à la machine de sondage, qui, elle, revend ça aux médias, qui redonne ça aux médias comme contenu. Fait que, un alimente l'autre, puis ils ont intérêt entre eux à poursuivre ça. Fait que si on veut... En tout cas, pour répondre à Clément, je ne sais pas si vraiment toi tu posais la question, dans toute question, il y a une part de vérité, là, mais est-ce qu'on devrait peut-être réduire ça ou pas? Là, ça va être difficile parce que est-ce qu'il faut légiférer comme en France? Est-ce qu'il faut légiférer comme. Est-ce qu'on le fait ici? C'est ça que j'allais dire. Je On ne l'a sais pas pas fait si on l'a ici. fait ici, mais je sais qu'en France, il y avait justement interdit les sondages là, à un moment donné, puis qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils sortaient au Luxembourg puis en Suisse, genre. Pour Fait que vrai? ça va. Ah ouais. Oui, oui, c'est ça. Oups. Fait que voilà, c'est. Mais oui, il y a une interdiction, tu sais, Mais, je pense une mais interdiction de publication, quelque chose en France. en fait, oui, pendant certaines périodes, pendant les élections, quelques jours avant, etc. Moi, je ne suis pas un partisan d'interdire. Mhm. Puis de façon générale, je trouve que la gauche, de façon générale, dans un paquet de sujets, a bien trop le réflexe d'interdire puis Mhm. de réglementer. Là, ça cache souvent un manque de créativité sur d'autres façons d'intervenir. Quoi qu'il en soit, je pense que les médias pourraient s'intéresser moins à ça. Peut-être aussi qu'on est dans un cas où l'environnement médiatique, parce qu'il y a une concurrence de chaînes en continu, ont besoin de remplir ce que tu décrivais, François, puis que n'importe quel contenu qui peut faire la journée ou qui peut faire 25 interventions dans la journée va être bienvenu parce que ça fait du remplissage. J'ai pas de solution. Je dis juste que je pense pas que la solution va être de rendre nécessairement les sondages plus vertueux, plus parfaits, améliorer la méthodologie et tout. Je pense que les sondages prennent trop de place, point, puis qu'on devrait travailler beaucoup plus sur des éléments de contenu, de la proximité, d'écrire c'est quoi la réalité de proximité, etc. Mhm. Tu sais, il y avait un texte que je pourrais partager éventuellement de quelqu'un qui est un peu probablement naïf aujourd'hui, mais qui dit malgré toute la difficulté puis tous les défis que posent les résultats d'aujourd'hui, il faut quand même voir beaucoup de positifs dans l'élection qui vient d'avoir lieu. Taux de participation record, Ouais. des implications dans les États plus forts que jamais, des organisations autant démocrates que républicaines plus solides que jamais, le nombre de bénévoles incroyable, le nombre de personnes mobilisées pour les processus électoraux Mhm. du jamais vu En pleine En pandémie. pandémie en plus. en pleine pandémie. Donc, tu sais, dans tout ça, d'un point de vue de l'exercice du droit démocratique, il y a du positif malgré les difficultés et les frustrations qu'on a dans cette élection-là. L'autre affaire aussi, c'est que les sondages, on chiale contre ça quand ça marche pas. Parce que, corrigez ma mémoire, là, mais quand la CAQ a gagné, on le savait un petit peu que ça allait arriver, puis on était pas Ben, on mal le savait ça. un an d'avance, là, surtout, là. Ouais. Bon, puis personne qui a chialé les maudits sondages. On a aimé ça suivre tout le long, les sondages, pendant qu'ils étaient bons. Là. Non, c'est certain. C'est certain que les sondages, on aime ça parce que c'est des sons de cloche, c'est des photos à certains moments. Tu sais, ça nous donne un peu de hype. Puis, tu sais, c'est comme un show, là. C'est le fun à checker. Les politiciens vont dire, ah, je check pas les sondages, tu sais, C'est je le les horse commande pas, race. c'est tout. Exact. Mais j'aimerais ça revenir un peu au. En fait, j'aimerais ça vous donner des bonnes nouvelles, justement, Donne-nous des bonnes nouvelles. de choses qui se sont passées dans l'élection. Fait que, allons-y rapidement. Nos 4 femmes progressistes du Parti démocrate, et aussi Rachida Tlaib, Ilhan Omar et Ayanna Pressley, ont toutes été réélues. Oui. C'est cool. Cori Bush, qui est une militante qui a beaucoup été connue à cause de Ferguson, là, des émeutes de Ferguson, tout ça, une porte-parole du mouvement noir dans ce coin-là, a été élue sénatrice aussi. OK. Un jeune noir qui s'appelle Jamal Bowman, qui a passé du temps en prison, en fait, qui s'est fait battre par des policiers quand il avait 11 ans, genre, puis qui est un peu un porte-parole de genre réformer la police, tout ça, s'est fait élire à New York aussi. Mhm. Une Ah, trans de 30 ans est devenue la première élue trans aux États-Unis, au Sénat d'État du Delaware. C'est très cool. Et l'ancien
l'ancien gouverneur du Colorado, John Hickenlooper, a flippé le siège du Sénat du Colorado. Il a battu un démocrate, un républicain. Donc ça, c'est cool. C'est des bonnes nouvelles. Notre ami Kanye West, il fallait que j'en parle, On va finir avec des mauvaises nouvelles. a eu 57 000 votes dans 12 Pour vrai? États. Oui. Sa meilleure performance, 10 188 votes au Tennessee. Il réside, lui, au Wyoming, mais ayant raté la date limite pour s'inscrire sur le ballot au Wyoming, il n'a pas pu voter pour lui-même. Donc, il s'est inscrit lui-même. Il a fait un writing. write-in son nom. Sa femme, Kim Kardashian, on n'est pas sûr qu'elle a voté pour lui parce qu'elle a retweeté un autre rappeur qui s'appelle Kid Cudi qui disait de voter pour Trump et Harris, Biden et Harris. Et elle n'a jamais dit pour qui elle a voté, donc il y a des bonnes chances qu'elle ait voté pour son mari. Sinon, dernièrement, en Oregon, il y a une décriminalisation de la possession de certaines drogues par une des initiatives qui étaient présentées. Et 5 États, donc l'Arizona, le Mississippi, le Montana, le New Jersey et le Dakota du Sud, ont décidé de décriminaliser la possession de marijuana ou de revoir les lois qui encadrent celle-ci. Donc ça, c'est ce que je considère comme des bonnes nouvelles. Et Kanye West qui est très genre divertissant. Donc voilà, c'est pour un peu alléger le tout. Pour finir, j'ai 2 questions pour vous autres. Est-ce que Biden va gagner? Tout le monde est d'accord que ça s'enligne bien. On est mercredi soir, 21h22. Mais Absolument. attendez, est-ce que la Cour suprême peut refuser de... Tu sais, mettons, ça va la Cour suprême, OK, comme en 2000. Puis la Cour suprême peut refuser les audiences de ce cas-là. Mais de quel cas? Ben, par exemple, une contestation de vote dans un État. Est-ce que la Cour suprême peut dire, comme, on prendra pas cette cause-là, démerdez-vous entre vous? En fait, À ma connaissance, la Cour suprême a toujours le choix des causes qu'elle décide Ouais. d'entendre. Puis qu'est-ce Ouais. qui se passe? Puis elle peut si ça refuser, arrive? elle peut dire que elle l'a fait déjà. Les républicains voulaient bloquer la comptabilisation de certains votes, puis la Cour suprême les a. Ben, c'est ça, elle a pris une accepté. décision, mais ça, Ouais. c'est un cas qu'elle a pris, mais la Cour suprême peut dire, comme, on vous entendra pas sur cette cause-là. je pense que C'est un pouvoir Je pense que je vous ai amené dans un espace mental là, où vous n'étiez C'est pas un allé. pouvoir indépendant. Mais tu non, sais, mais en 2000, ce qui est arrivé, c'est que la Cour suprême a fini par ordonner d'arrêter le recomptage parce qu'il y a des républicains riches qui ont organisé des manifestations de gens qui disaient... Ah non, Non. pardon, les Ah, qui mais faisaient le recomptage. Tu peux l'expliquer peut-être, Clément, mieux que moi? On est dans un cas totalement Ah, c'est différent ça. d'il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, en fait, il y avait des flous dans la loi, puis il y a eu des ajustements apportés aux règles en cours de route, puis la Cour a décidé de rejeter ces changements-là, puis d'appliquer la loi qui est en vigueur. Là, en l'occurrence, il n'y a aucun des États que Trump veut amener en cours. On en a 3 à l'heure où on se parle. Puis pas en Cour suprême. Il y en a 2 qui sont dans les cours d'État. Il y en a un qui est en Cour suprême. Dans ces 3-là, il n'y a aucun changement de réglementation entre le début de l'élection et la fin. Puis on peut penser que les juges vont appliquer la loi. Il n'y a pas de cas là. fait qu'il va-tu gagner ou il va pas Mais- gagner? Biden va gagner, mais tu sais, il va y avoir des contestations. Trump va aller jusqu'au bout. Rappelons-nous simplement que officiellement, l'élection du président américain est le 14 décembre. Oui. Les Ouais. grands Par électeurs les se collèges prononcent le électoraux. 14 décembre. Mhm. Ouais. Il y a un autre aspect aussi, c'est que tout le monde dit ah ben là, Biden va gagner, mais Trump il a le droit de se représenter en 2024. Puis s'il veut pas se représenter, il y a, tu sais, il y a son fils qui est vraiment populaire dans le parti. Puis qu'apparemment, non, Non. vous pensez pas? Je pense que, Non. je pense Ben, que même les Ben, démocrates vont... ils peuvent, légalement, ils vont pouvoir le faire s'ils veulent. Il va y avoir d'autres candidats. mais je sais pas parce que la recette Trump, elle a bien marché. Fait que peut-être que les. Est-ce qu'elle a bien marché? Moi, je questionne cette interprétation-là. Ouais, Je parce pense que- pas que je pense que dans un an, on dira que la recette Trump n'a pas bien servi les Mais il y a eu la républicains. pandémie aussi, là. Peut-être faut isoler cette Ben, il l'a variable-là. mal C'est géré dur aussi. à faire, mais. mais si Oui, Trump mais fait un c'est pas mandat, important. C'est mais pas si important. Trump fait un mandat, si Trump fait juste un mandat, il va être un accident de parcours, selon moi. Puis, moi, je pense que, pour répondre à ta question, François, je pense effectivement que Joseph Robinette Biden Jr., je vais dire son nom complet, va se faire élire à la tête des États-Unis. Mais le Sénat, sans le Sénat, ça va être
assez Compliqué. difficile Tu vois, d'accomplir. Vas-y, Clément. Moi, juste pour compléter ma réponse, François, moi, je pense que Biden va gagner, mais ça va être une terrible défaite des démocrates. Ouais. Oui. Et donc, il faudra que le Parti démocrate considère ça comme une défaite et réfléchisse Qu'ils feront à pas. sa reconstruction comme si ça avait été une défaite, tout en profitant du fait qu'ils vont avoir réussi à passer sa fesse. Mais attendez, parce que là, j'ai entendu une autre affaire aussi, c'est que le parti qui va gagner, je sais plus c'est quelle chambre, je sais plus si c'est le Sénat ou la Ben Chambre là, des les représentants. démocrates vont avoir la Chambre des représentants, puis le Sénat, c'est comme 46-47 en ce moment. C'est comme très serré. Mais Mais en ce tout cas, il y sera a sans une de doute ces- républicain. Exact. il y a une de ces deux chambres-là qui va être responsable de la redéfinition de la carte électorale pour les 10 prochaines années dans le prochain mandat qui s'en vient. Et que ça, c'était super important. En effet. Et ça va avoir une grosse différence, je pense, sur les prochaines élections aussi. François, tu allais dire, je pense. Ouais, ben moi, je voulais penses répondre pas que quand même à Biden va ton gagner? point parce que je suis d'accord que Biden, pour répondre à ma propre question, je pense que Biden va gagner. Là. C'est clair que tous les analystes ont bien expliqué que c'est les votes par la malle qui sont en train de rentrer tranquillement. Je pense que ça, c'est assez clair. Ouais. Ça va se faire soit par le Nevada, soit par la Georgie, soit par la Pennsylvanie. Mais ce à quoi je voulais réagir, Ronnie, c'était je pense pas que Trump est un épisode unique, one in a million. Non. Je pense que il est plus un symptôme qu'une cause. Oui, ça c'est vrai. Et Oui, des c'est vrai. QAnon, puis des conspirations, des masques, puis du monde qui va se ramasser devant Arruda chez eux, puis du monde qui vont se porter en faux face à la science, face aux faits qui vont être dans leur univers d'information, leur mythe, dans leur propre mythe. Je pense que ça va s'accentuer pendant les 10-20 prochaines années. Puis je pense que ça va complexifier notre gestion des défis comme les changements climatiques, les conflits, les tensions qu'ils peuvent avoir sur les entités. Je pense que si c'est pas la famille Trump, ce sera d'autres énergumènes qui vont embrasser ce mouvement-là et qui vont devenir les porte-étendards. Mais je peux pas m'imaginer qu'on va avoir une figure comme ça à nouveau. Je parle le personnage de Donald Trump, je pense que lui va être un accident de parcours, mais les graines qu'il a ressemées, effectivement, ont commencé à germer et vont continuer de se répandre. Mais ça vient pas Il y juste a de lui. Là. C'est comme il y a un supporter de système, une QAnon société a qui été fait élu. ça. Là. En effet, il y a une supporter de QAnon qui a été élue au Georgia House of Representatives, qui est ouvertement QAnon, puis elle a gagné. Là. Puis, ok. Comment? Ben, moi je veux juste nous rappeler tous que tant qu'on joue la polarisation parce qu'on se voit plus fin que les autres, on se voit plus vertueux que les autres, puis qu'on n'accepte pas le fait que les gens peuvent avoir des points de vue opposés, ne serait-ce que temporairement, puis qu'avec un peu d'effort, d'accueil, de bienveillance, on peut les réaccueillir dans notre camp. Il n'y a pas d'issue. Là. On s'en va de plus en plus vers la polarisation, puis vers des 50-50, puis des élections, puis des résultats démocratiques qui ne fonctionnent pas. Fait que la solution, c'est pas de plaider plus fort nos convictions, puis d'être plus vertueux que les autres. Moi, un des petits vidéos les plus éclairants que j'ai vu dans les dernières semaines, c'est un court vidéo qui est un extrait du podcast de Sarah Silverman qui dit « Si on n'accepte pas comme progressiste le fait que la rédemption existe, c'est ses termes à elle, puis qu'on condamne les gens en disant « Sur Twitter, il y a 2 ans, tu as écrit telle affaire qui n'a pas d'allure, puis aujourd'hui, tu as voté pour un tel, puis ça n'a pas d'allure, puis tu n'as pas le droit de penser ceci des Noirs ou des femmes, ou etc. » Puis on les bannit pour toujours. On s'en va pas dans la bonne direction. Il faut accepter que les gens ont pu se tromper, prendre des positions qu'on n'accepte pas, voire prendre des positions qui sont condamnables, puis accepter comme progressiste que notre travail, c'est aussi de ramener ces gens-là dans notre famille. C'est sûr, mais en même temps... Et que Trump devait se présenter à l'investiture démocrate la prochaine, peut-être. Ça marcherait. Non, mais moi, Clément, moi que tu te parlais d'y aller avec René, mais moi, ça me fait penser ce que tu dis à un TED Talk que j'ai vu récemment sur l'ancienne personne qui était à la tête des néo-nazis en Amérique, puis qui, à un moment donné, s'est rendu compte de ce qu'il faisait, puis que ça n'avait pas d'allure, puis il a comme réalisé
ce qui arrivait, puis pourquoi il y avait tant de haine. Puis maintenant, ce qu'il fait depuis, je pense, 10 ou 20 ans, c'est de convertir ou de sortir des néo-nazis de ce mouvement-là. Fait que si on l'avait, lui, puis lui, il a fait des gestes haineux, là. Il en a Mais fait. il n'est pas là. allé en prison aussi, peut-être? Probablement. Ouais. Il en a fait, là. Mais si Ok. lui, on lui permettait plus de sauver, mais j'utilise le mot sauver, là, c'est peut-être un peu pédant, là, mais en tout cas, d'aider, Cause perdue. en tout cas, d'aider Mais- des gens. Mais tu vois, Sarah Silverman, il fait référence, Bon. puis plus loin dans un autre de ses podcasts, elle fait référence au fait qu'elle a déjà fait un sketch où bon, bref, je vous passe le détail du sketch, mais elle a fait un sketch à la télé où elle arbore elle-même un blackface dans un genre de renversement de rôle avec un autre comédien, Mhm. puis où elle joue dans le sketch une femme blanche qui pense faire avancer la cause raciale en se moquant elle-même en portant le blackface. Puis elle dit, j'ai réalisé 1 an plus tard que j'étais moi-même le personnage dont je pensais me moquer. Mais elle dit, aujourd'hui, il y a des gens qui me pardonnent jamais ce sketch-là, puis pour qui je suis honni pour toujours. Mhm. Alors que quand on l'écoute sans savoir ça, on se dit qu'elle est une des personnes qui font avancer la cause puis qui font avancer les gens. Donc, il faut regarder le résultat aux États-Unis, ça doit obligatoirement nous interroger sur nos propres comportements, même au Québec, sinon on va se retrouver inévitablement dans un délai X ou Y dans des situations semblables. Transition Mais en parfaite. Ah, vas-y, René, je vais y aller après. Non, Je te oui, laisse mais aller. en effet, tu sais, c'est vrai qu'il ne faut pas imposer, tu sais, dire que c'est my way or the highway. Moi, c'est souvent ça que je reproche aux gens qui sont plus polarisés. Mais il faut aussi avoir une ouverture aux idées, tu sais, qui sont clairement consensuelles, qui sont clairement, tu sais, pour le bien. Par exemple, le Medicare for All, je sais qu'aux États-Unis, c'est compliqué, mais la majorité des Américains sont en faveur, tu sais, donc je comprends pas. Tu sais, c'est quelque chose qui bloque. Puis, je pense au Green New Deal, là, si je prends ça comme exemple, pour un peu sortir des enjeux raciaux. Ed Markey, là, qui est un des. Justement, ça va un peu prouver que c'est pas une question d'âge. Ed Markey, là, qui est plutôt un sénateur assez âgé, mais qui a présenté le Green New Deal avec AOC, ben, s'est fait primary par les démocrates de son parti, alors qu'il lui avait promis qu'il n'allait pas le faire. Puis clairement que c'est un peu une punition parce que c'est un démocrate qui est là depuis un peu plus longtemps, puis qui est plus vieux, puis qui a osé soutenir une proposition comme celle de AOC du Green New Deal. Il s'est fait primary par Joe Kennedy III. Je pense que c'est le petit-fils de John F. Kennedy. Puis sa machine électorale a été assez forte pour que ce soit la première fois qu'un Kennedy perde une élection. J'ai Pour perdu Massachusetts. le fil de l'histoire. Ça veut dire quoi tout ça? Ah oui, mais dans le fond, ce que je dis, c'est que on parle de créer des ponts et tout, mais à un moment donné, le problème, c'est quand les gens proposent des idées, puis on fait la sourde oreille, puis on fait la sourde oreille, puis on fait la sourde oreille. Puis je pense que les propositions comme le Green New Deal, mais aussi les revendications des Noirs qui veulent que la police change, tu sais, ça peut être autant sur le climat que sur les enjeux raciaux. Il faut, oui, créer des ponts, puis oui, pas nécessairement se dire que les propositions extrêmes ou plus polarisantes sont la solution, mais il faut qu'il y ait des dialogues, il faut qu'à un moment donné, il y ait un point commun, un terrain d'entente. Puis aux États-Unis, j'ai l'impression que ça n'arrive pas. Fait que pour revenir sur le point de Clément, effectivement, l'élection, elle doit mener à la création de ponts, la création de terrains d'entente au sein des partis, au sein des législatures, puis même entre la présidence puis les majorités. Puis ça va commencer à la place que quand quelqu'un dit « Ah, on Medicare for All », à la place de juste dire « Ah non, c'est une mauvaise idée, ça coûte trop cher », parlons-en, discutez-en, considérez les propositions. Parce que juste ça, là, juste implanter Medicare for All aux États-Unis, je pense que ça transformerait la société américaine. Ça guérirait beaucoup des maux qu'ils ont. Puis l'autre affaire, selon moi, le deuxième truc qu'il faut changer, c'est Citizens United, qui est la décision qui permet à l'argent de contrôler les élections américaines. Voilà, ça n'arrivera pas avant 300 ans. Là, je sais que ça n'arrivera pas. Mais c'est le genre de truc qui devrait être réglé. Puis je pense que tant que ce genre de décision-là ne sera pas renversée, les États-Unis vont être dans une situation assez fâcheuse. OK, Clément nous a amené sur les leçons qu'on pouvait retenir au Québec de ce qui est arrivé. Moi, c'était ma dernière question avec ce qui s'est passé hier, ce qui se passe en ce moment. C'est quoi nos leçons qu'on doit retenir au Québec pour la suite des choses, pour qu'on ait une meilleure société? Je sais que c'est pas le même pays, je sais que c'est pas les mêmes cultures,
mais on a des vases concomitants. Des fois, il y a des phénomènes qui traversent la frontière tranquillement. On est des fois plus américain que français. Souvent. Souvent. On a parlé quand même de faire attention au clivage, aux extrêmes. Dans le fond, ce que tu disais, Ronnie, c'était de se parler, d'avoir ces débats-là publics qui sont difficiles des fois. Mais je vais laisser les autres parler, là, parce que j'ai pris quand même... Les autres ont pas l'air plus inspirés. On va peut-être arrêter ça, là, puis ça fait Mais en tout. effet, là... Non, mais en tout cas, Vas-y, Alizé, vas-y. Allez-y, regarde, vas-y. Mon Dieu, ça a l'air curieux. Ouais, ben, tu sais, Vas-y. c'est ça, tu l'as dit, là, il y a beaucoup de gens au Québec qui pensent qu'on est un peu immunisé contre une forme de radicalisation américaine, ou au contraire, tu sais, ils vont dire que justement, on est trop poreux à certaines idéologies. Là, tu parles de ma puis, côté qui veut pas qu'on américanise le débat. Oui, tu Dis-le, sais, par dis-le, exemple, dis-le. je pense, je sais pas si. En fait, c'est ça, c'est juste de se dire que, tu sais, on n'est jamais à l'abri de, tu sais, comment dire, de dérives. Puis, des fois, je pense que. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, la partisanerie pour la partisanerie, ben, finalement, ça sert personne. Puis, tu sais, essayer tu sais, quoi? Ça se fait Ben, ça me passe. oui, je suis d'accord avec toi. C'est un gros programme, puis un jour, Oui, plus, ben, c'est plus ça, les c'est- gens vont s'en rendre compte, peut-être que l'Assemblée nationale va changer à un moment donné, mais... Mais en fait, moi, je peux, tu sais, les leçons qu'on peut en tirer, comme peut-être, je vais dire de manière un peu prétentieuse, mais je sais pas qu'est-ce qu'on a à apprendre des États-Unis, tu sais, à part Ça peut être ta réponse à justement toi. être content que en fait, on a des systèmes en place qui permettent de limiter, en fait, tu sais, les clivages, parce qu'on est de sociétés plus égalitaires. Fait que peut-être maintenir cette L'argent moins société drôle, égalitaire-là. comme disait Ronnie. Bon, je sais pas, mais Non, non. tu sais, je veux dire, on a justement, tu sais, en fait, c'est ça, c'est que il y a des clivages dans la société qui se créent souvent quand il y a des inégalités qui se créent aussi. Ça va de pair, donc maintenir nos acquis sociaux, je pense que c'est très important. Puis, dans la même idée, j'inviterais, c'est ça, les gens à se rallier à ce qui les rassemble plutôt que ce qui les divise. Puis, c'est pas mal ça. Tu sais, mais on a quand même un système, tu sais, la démocratie, en fait, faut la préserver. En fait, c'est jamais acquis. Ça, je pense que c'est ça que Donald Trump nous a appris, c'est que, tu sais, les institutions démocratiques, faut jamais les prendre pour acquis. Un C'est bon pas parce point. qu'on est un pays démocratique c'est pas parce qu'on a des élections démocratiques depuis 100 ans que nos institutions peuvent pas être ébranlées par une seule personne. C'est ça. Donc, c'est important aussi, c'est ça, de les préserver. Mais je dirais que nous, notre système électoral, il est très performant. Tu sais, on a un DGEQ, tu sais, un directeur général au Canada aussi. Puis c'est ça, c'est bien. T'avais-tu quelque chose, Clément? Oui, je suis assez d'accord sur l'intervention d'Élysée sur le fait qu'on ne doit jamais tenir la démocratie pour acquis. Claire. Je pense qu'on la tient un peu trop pour acquis au Québec. Mais au-delà de ça, j'ajouterais une dimension, c'est que je pense que de façon générale et peut-être particulièrement pour ce qui est à gauche du centre, dénigrer ou caricaturer ses adversaires, ça ne nous fait pas avancer. Puis je pense que chaque fois que le Parti démocrate, puis j'oserais dire au Québec que QS ou que même le PQ adoptent des positions qui sont basées sur une forme de dénigrement ou le de PLQ, caricature. hein. Oui, tout à fait. Ou le PLQ, de caricature de son adversaire. On s'éloigne de ce qui rassemble puis de ce qui nous fait avancer. Donc, ça nous fait beaucoup de bien de se moquer de nos adversaires. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de démocrates de se moquer des pick-up puis des drapeaux puis etc. Je pense que c'est une mauvaise voie et qu'on devrait aller beaucoup plus dans essayer de comprendre que dans caricaturer. Ça repousse au lieu de séduire et de convaincre. Ronnie? Oui, exact. Ben, pour enchérir sur le point de Clément, il y a quelques semaines avec Alizé et François, justement, j'ai fait un point. Je parlais je ne sais pas si vous en rappelez, mais Bill Maher, le commentateur politique aux États-Unis, qui avait fait un point en 2016 qui disait les républicains, we're sorry. Tu sais, genre, quand vous avez présenté Bush, on a dit que c'était genre le plus grand evil ever. Tu sais. Finalement... Ensuite, quand c'était McCain, ouais, mais tu sais, oui, la guerre et tout, mais tu sais, on a dit que Bush, c'est genre. Tu sais, Bush
malgré tout, C'était liable. n'était pas Donald Trump, tu sais, était respectueux jusqu'à un certain point du système politique américain. C'est Tu sais. ça. Il comprenait sa fonction, puis il l'exerçait avec dignité malgré toutes les décisions, mauvaises décisions qu'il a pu prendre. Ensuite, quand ils ont présenté McCain, ben, même chose. On a vraiment vilifié McCain. Puis aujourd'hui, le fait que Trump s'est moqué de McCain est probablement une des raisons qui l'ont mené à perdre l'Arizona. Moi, je pense que ça l'a vraiment pas aidé en Arizona. Ensuite, quand Mitt Romney s'est présenté, on a fait la même chose. T'sais. Obama a été particulièrement comme, la façon qu'il a parlé de Mitt Romney, puis les partisans d'Obama parlaient de Mitt Romney, les républicains, les droitistes, les gens qui pensaient pas comme la gauche un peu vertueuse, ont fait trop taper dessus. C'est ça qui a mené à Trump. C'est ça qui a mené au Tea Party. C'est ça qui a mené à tout ça. Donc, le point de Clément est très bon. C'est justement de ne pas démoniser ses adversaires, de ne pas les caricaturer, mais de parler de policy, de parler d'idées, puis d'échanger, puis d'entendre ce que les gens ont à dire. Mais plus important, pour moi, la chose que je retiens de cette élection-là, c'est l'importance de l'exercice du droit de vote. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est toujours quelque chose auquel j'ai été vraiment attaché. Puis, c'est pas parce qu'un candidat porte pas une de vos causes. Premièrement, arrêtez-vous pas juste à une cause. Moi, je fais beaucoup de références à la culture populaire, là, désolé, mais j'écoute, je sais pas si vous connaissez l'émission Madame Secretary. Non. Tout le monde. Ok, mais c'est une émission genre. C'est une actrice qui joue une secrétaire d'État, puis elle devient présidente, puis ça. En tout cas, c'est une série politique américaine. Puis, à un moment donné, le personnage, sa fille lui dit qu'elle ne va pas voter. Puis là, elle dit pourquoi? Elle dit, c'est parce que tel candidat, il n'a pas porté telle cause que moi je veux. Puis elle lui dit, OK, fait que toi, pour cette seule cause-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui fait qu'il t'aime? Elle dit oui, comme 95%. OK, fait que pour toi, cette seule cause-là, ça vaut la peine de ne pas aller voter. Puis là, elle lui dit non, c'est pas vrai qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, qui se sont battus pour ton droit de vote, puis que tu ne vas pas aller voter pour cette seule cause-là. Tu sais. Fait que je pense que l'exercice du droit de vote, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis les Américains nous l'ont appris en se présentant en grand nombre aux urnes malgré une pandémie. Fait que, tu sais, l'année prochaine, on va avoir une élection fédérale probablement. Allez voter. Puis, faites pas juste, comme Obama disait, don't boo, vote. Tu sais. C'est vraiment ça l'important parce qu'au final, les élections, ça doit être la représentation de la volonté du peuple. Puis si plus de gens votent, plus ça va être ça. Donc moi, c'est vraiment ça mon message. C'est allez voter. C'est vraiment important. Allez voter. Puis allez voter. Et ça, c'est sur belle parole qu'on va vous laisser cette semaine. Allez voter, restez informés, gardez la foi en la démocratie. Je pense que on va le voir du côté du Sud, ça risque de bien aller. Alors, merci à tout le monde. Merci à Ronnie, merci à Lisée, merci à Clément d'avoir été là cette semaine. On suit de près qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et on vous revient la semaine prochaine avec plus d'actualités sur le Québec. Merci encore. Salut! Bye bye, à la prochaine. Salut.